Pendant 12 mois, ma mission était de classer tous mes visionnages dans un classement. Nous avons fait le flop film 2023 il y a quelques jours. Il est l'heure de parler positif. Parlons aujourd'hui de mes 15 meilleurs films de l'année. Il est l'heure du top film 2023. Parlons positif, parlons du meilleur, parlons de mes meilleures séances de cinéma de l'année. On mentionnera également quelques mentions honorables tout au long de la vidéo. Mais écoutez, sans plus tarder, on va y aller. Évidemment, comme d'habitude, petit disclaimer avant de commencer ce top. De 1, c'est un avis qui est totalement neutre et qui est totalement personnel, n'est-ce pas? Peut-être que les films qui seront dans ce top, vous les avez pas du tout aimés, ou au contraire, ils sont peut-être plus hauts dans votre top. Et également, je n'ai évidemment pas vu tous les films de l'année, hein, voilà, je peux déjà vous dire quelques noms qui n'apparaîtra pas dans ce top. Je peux par exemple penser au film Past Lives, au film Perfect Days, au film Monsters, donc l'innocence en français. Bref, pas mal de films comme ça qui sont sortis récemment et donc que j'ai pas eu le temps d'aller voir. Petit disclaimer également, l'ordre des films peut évidemment être interchangeable, hein, voilà, de la 15e place à la 14e place, on peut évidemment échanger. Le plus important, c'est surtout finalement quels sont dans un ensemble global mes meilleurs films de l'année. On peut évidemment interchanger des films. Pour autant, j'ai quand même pris beaucoup de temps à faire ce top et finalement, pendant toute l'année, chaque semaine, j'ai interchangé des films et j'étais vraiment indécis vis-à-vis de ce classement. Ça se trouve pendant la vidéo, j'ai même refait des changements, on sait jamais, mais je ne pense pas. Écoutez, c'est définitif, on y va. Commençons avec la 15e position. L'amour et les forêts. Et oui, on commence directement avec un film français pour cette vidéo, donc L'amour et les forêts avec Virginie Fira et Melville Poupeau, donc sorti le 24 mai dernier, qui a notamment été diffusé au Festival de Cannes. Je vous en ai parlé dans une de mes multicritiques, mais effectivement L'amour et les forêts, ça a été un petit coup de cœur, même une petite claque, dont pourquoi il méritait évidemment ce top. Déjà en termes de jeu d'acteur, oui, Virginie Fira fait un boulot de dingue, encore une fois, elle fait même 2 rôles dans le film, donc entre Blanche et sa sœur jumelle Rose, donc qui est également jouée par Virginie Fira, et donc Melville Poupeau, qui joue finalement l'homme manipulateur, l'homme toxique dans la relation. Justement, cette toxicité se voit très clairement, oui, dans le film. C'est un film qui m'a complètement chamboulé en termes de manipulation, etc. On la ressent. Le film est malsain, très clairement, oui, toutes les scènes où finalement le téléphone donc de Blanche va sonner, on entend la sonnerie du téléphone et finalement donc Grégoire, donc joué par Melville Poupeau, va dire oui tu réponds au téléphone tout de suite, etc. C'est vraiment en fait répondre au téléphone à la minute déjà, c'est ne pas aller voir des amis, ne pas aller voir des copines, et c'est un film avec des bons messages également puisque ça peut permettre donc avec des personnes, donc femmes ou hommes, qui vivent ça de leur partenaire, donc de pouvoir en parler hein, et de se sortir de cette situation qui n'est évidemment pas normale. Mais franchement, encore une fois, oui, toute la réalisation du film, etc., montre encore plus et illustre encore plus ce côté manipulation, ce côté malsain, donc, et voilà, donc l'homme, donc Grégoire, qui est toujours finalement au-dessus hein, de Blanche et qui ne laisse pas Blanche finalement prendre ses propres décisions, etc., etc. Et on a même ce climax, entre guillemets, d'une relation super joyeuse, etc., où Blanche veut se marier avec, veut emménager avec, etc. Et donc avec Grégoire qui va finir par éclipser de plus en plus Blanche de sa famille, de ses proches, de ses amis, même finalement de ses propres enfants limite. Voilà, donc tout ça pour garder Blanche rien que pour lui. Et voilà, on a vraiment cette descente aux enfers psychologique au fur et à mesure du film, ce qui est vraiment bien montré pour le coup. The Fabelman. En 14e position, The Fabelman, oui, réalisé par Steven Spielberg. J'ai honnêtement beaucoup aimé le film qui raconte donc finalement à travers une sorte d'autobiographie, donc l'histoire de Steven Spielberg. C'est un film qui parle de cinéma pour les gens qui sont fans de cinéma. Et ça se ressent également, il y a pas mal d'humour dans le film. On a un film rafraîchissant, mais en même temps dans un drame, dans cette histoire familiale, donc sans évidemment vous spoiler si jamais vous n'avez pas encore vu le film. Le film a malheureusement flop au box-office, décidément. Beaucoup de flops, décidément, au box-office américain, dont des films dont ils ont bien plu en France, dont voilà, ce Fabelman. Steven Spielberg a encore fait un boulot de fou. Voilà, tous les personnages sont attachants, on est vraiment
imprégner finalement cette famille. Vous allez me dire pourquoi seulement en 14e position, puisque même si j'ai passé un très bon moment dans la salle, c'est pas un film super mémorable pour moi en tout cas. J'ai pas non plus énormément de souvenirs, il n'y a pas non plus des scènes précises en tout cas qui vont me rester en tête, à part évidemment la scène de fin, avec un feu de camp, voilà, quand ils sont en vacances là. Bref, voilà, c'est vraiment des petites scènes par-ci par-là, mais pas non plus des choses super mémorables. Dans tous les cas, oui, la musique par exemple est sympathique, et oui, on passe en tout cas un très bon moment. Voilà, ça reste pour moi une de mes meilleures séances de l'année, parce que j'étais avec mes amis, etc. Et on était vraiment, franchement, on est sorti de là avec le sourire, et c'était un très bon film, que ce soit donc pour l'histoire du cinéma, mais en même temps, donc à travers ce drame familial qu'il va falloir essayer de résoudre finalement. Le consentement. Personne ne peut comprendre. Deuxième film français dans ce top, Le Consentement, donc réalisé par Vanessa Philo, et donc qui reprend l'histoire de Vanessa Springora, donc qui a écrit un livre, Le Consentement, par rapport à son histoire elle-même, histoire personnelle, avec donc Gabriel Maznev, écrivain. Je vous ai fait donc une critique dans ma dernière multicritique, je crois, de la du consentement. Ça a été également pour le coup une grande claque qui a d'ailleurs fait beaucoup de bruit vis-à-vis de TikTok. Voilà, plusieurs semaines après la sortie, une trend est arrivée sur TikTok par rapport à ce film. Mais en termes, on a encore une fois ce côté très malsain avec des scènes choquantes, voilà, il faut le dire, notamment des scènes à caractère sexuel qui sont assez choquantes, parce que forcément on parle encore une fois d'une relation entre une fille de 14 ans et un homme de 50 ans. Michelin, donc moi j'avais vu en 2021 je crois dans une série de TF1, mais qui évidemment entre une série de TF1, bon je ne critique pas la série Plan B qui était d'ailleurs plutôt sympathique, mais entre une série de TF1 et un film comme Le Consentement, Tim Michelin se révèle dans ce film très clairement. D'ailleurs je crois qu'elle a des nominations au César, et c'est pour moi très mérité. Et on trouve donc Jean-Paul Rouve qui est méconnaissable dans le rôle de Gabriel Maznev. Oui, bon, j'ai complètement été subjugué par le film, complètement choqué. D'ailleurs, il était clairement dans mon top 10 au début, enfin, dès que je l'ai vu, il était clairement dans le top 10. D'autres films sont arrivés qui fait que j'ai d'ailleurs le livre à lire, voilà, puisque on me l'a prêté après mon visionnage du film. Mais effectivement, oui, voilà, tout simplement. C'est vrai que j'ai pas vraiment d'arguments dans ce top, parce que dans le flop, oui, j'ai des arguments, mais c'est plus facile de critiquer un film qu'on l'a pas aimé que quand on l'a bien aimé. Oui, c'est bien, en gros. Dans le film, bah tu y vas, tu sais que tu vas te sentir mal, et effectivement, tu sors du film, tu te sens très mal. Mais en même temps, voilà, c'est un film qui pour moi est important de voir, en tout cas. À mettre en tout cas, à peu mettre entre les mains de tout le monde entre guillemets, évidemment, avec quand même des scènes qui restent en tête, et qui, on va dire, malheureusement restent en tête, pas forcément pour les bonnes raisons du coup. Killers of the Flower Moon. Le nouveau film de Martin Scorsese était à la base dans mon top 10, voilà, je l'avoue. D'ailleurs, quand j'ai fait ma critique, je vous ai dit que il était dans mon top 10. Finalement, avec le recul, donc il est en 12e position, c'est pour moi évidemment un très bon film. Bon, la critique que je dirais encore une fois, c'est oui, la longueur, le film dure encore une fois 3h30, et faut les regarder les 3h30. Je trouve en tout cas que le rythme est plutôt bon, etc. Le casting, donc, entre DiCaprio, Robert De Niro, même Lily Gladstone, qui j'espère, elle, remportera, même Robert De Niro pour le coup, voilà, donc au moins Lily Gladstone en tout cas gagne un Oscar, donc dans le rôle de meilleure actrice. Et il y aura également potentiellement Emma Stone dans Power Creature. J'ai vraiment passé un très bon moment. On a de l'humour, en même temps on a un jeu d'acteur très cool, encore une fois pour Lily Gladstone, une histoire très intéressante finalement que je ne connaissais pas du tout. Voilà, j'ai vraiment encore une fois passé un bon moment. Malgré finalement la durée, on a des bonnes idées de réalisation, la fin reste en tête, et la fin en tout cas est bien faite en tout cas, quelques mois après, enfin 2 mois on va dire, après avoir vu le film. Oui, franchement, c'est pour moi un très bon film qui me restera en tête pour cette année 2023 en général. Encore une fois, l'ordre des films n'est pas forcément, voilà, il peut totalement être inversé, mais ce qu'il faut retenir, c'est que malgré qu'il soit en 12e position, ça reste pour moi l'un des meilleurs films de cette année 2023. Donc oui, Killers of the Flower Moon,
Franchement, si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir, même si le côté salon va, à mon avis, un peu plus mitigé que le côté cinéma. On est vraiment dans notre bulle pendant 3h30. Histoire très intéressante, j'ai appris quand même beaucoup de choses. Un jeu d'acteur très cool, des scènes qui sont marquantes, une bonne musique également. Juste la critique, pour moi, ça reste la durée un petit peu trop longue. En 11e position, le phénomène Barbenheimer arrive. J'ai mis Barbie en 11e position. À la base, également, il était en 6e position, je spoil en oui, de mon top 10, mais il a un petit peu descendu, puisque j'ai fait 2 visionnages du film, un en VO évidemment, le 19 juillet, voilà, ça a été vraiment l'événement, je me suis habillé en rose et tout, c'était vraiment, en tout cas en termes d'événements cinématographiques de l'année, oui, Barbie est l'un des gros événements de cette année, en plus d'autres films dont on parlera, mais voilà, l'un des films où j'étais plus impatient d'aller voir le film, où j'étais vraiment heureux et tout, où j'avais mis mon petit dress code en rose, etc. Et finalement, j'ai revu le film en VF, et j'avoue que la VF perd quelque chose, j'avoue, perd quelque chose notamment dans l'émotion du film. On a une VF un peu plus ridicule, si j'ose dire, même si la VF de Margot Robbie est sympathique, mais on a une VF un peu plus ridicule, ce qui fait que les blagues sont encore plus tournées au second degré, voire même troisième degré, chose qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Voilà, je trouve que la VF rajoute ce côté plus gamin qu'on n'a pas vraiment dans le côté VO, voilà, où les blagues fonctionnent mieux, etc. Donc j'avoue que j'étais un peu plus dubitatif sur le film en général après avoir vu la VF. On va rester sur le côté VO, oui. Oui, bon, je trouve quand même que même si les valeurs féminisme, etc., c'est très cool, je trouve quand même que des fois on force un petit peu hein, ce côté féministe vs patriarcat, les gentils vs les méchants. En termes de réalisation, en termes de direction artistique, tout le côté Barbieland, quoi, la chambre rose, enfin tous les bâtiments roses, etc., l'ambulance par exemple qui arrive, tous les jouets, merchandising, etc. Oui, franchement, c'était très cool. Les musiques, et ben, entre du Dua Lipa et du I'm Just Ken qui est encore en tête tout le temps finalement, voilà, I'm Just Ken aux Oscars, on veut. Casting évidemment juste fou, notamment bon, juste Margot Robbie, hein, ma star, et Ryan Gosling, qu'on reverra d'ailleurs cette année dans The Fall Guy. Voilà, réalisé par David Leitch. N'hésitez pas à aller faire mes vidéos attente 2024 si vous voulez voir un petit peu le programme de cette année 2024. Mais en tout cas, Barbie, oui, bon, à ça du tout du top 10, j'avoue. Mais voilà, finalement, j'ai rechangé un petit peu des choses et certains films en tout cas m'ont peut-être encore plus marqué pardon, que Barbie. Voilà, juste encore une fois, j'étais un peu plus dubitatif vis-à-vis donc, de la VF qui m'a fait perdre un peu ce côté féerique que j'avais pu avoir dans la VO. Mais juste voilà, juste la musique, les références à toutes les Barbies, le côté rose, Barbieland, etc. Oui, franchement, j'aimerais pas en tout cas avoir de Barbie 2. Barbie, c'est juste très très bien en tout cas. Bon, effectivement, je pense pas que je regarderai le film maintenant une troisième, quatrième, cinquième fois. C'est pas un film en tout cas que je reverrai en boucle. En VO, pourquoi pas de temps en temps, hein, mais voilà, c'est pas non plus un film que je verrai régulièrement, je pense. Mais encore une fois, très bonne expérience cinématographique quand même. On arrive dans le top 10, et oui, avec un nouveau film français, Je verrai toujours vos visages. Franchement, belle claque ce film, Je verrai toujours vos visages, qui à la base finalement, j'étais pas vraiment intéressé pour le coup. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit ouais, encore un film français un peu sociétal, etc. Ça va pas être dingue, etc. Et finalement, j'avoue m'être pris au jeu grâce au bouche à l'oreille, j'ai fait dire bouche à la reine, super. Finalement, je me suis vraiment pris au jeu grâce au bouche à la reine, j'ai encore à dire. Finalement, je me suis pris au jeu grâce au bouche à oreille, donc il y a eu le film, puisqu'il y a eu, je crois, plus d'1 million d'entrées en France. Donc c'est un film français, vous allez me dire, donc oui, en France. Voilà, 1 million d'entrées, on pensait pas du tout finalement ça du film. Mais déjà ça apprend des choses, de la justice restaurative, c'est pas quelque chose en tout cas que je connaissais, donc c'est très cool d'en apprendre plus. Le casting est juste dingo, entre du Leila Bekti, du Gilles Lelouch, du Fred Testo, et même du Adèle Exarchopoulos qui a elle une intrigue un peu plus à part finalement par rapport à l'intrigue principale, mais tous finalement sont émouvants. On sort du film, on est à ça limite même, on a pleuré peut-être, c'est vrai, moi je me souviens plus en tout cas si j'ai versé ma larme, mais vraiment oui, la fin m'a impacté, le film m'a impacté, c'est pour moi l'un des meilleurs films français que j'ai pu voir en tout cas de ma vie entre guillemets, mais si j'ai que 20 ans. Oui, franchement, gros coup de cœur ce film, et je pensais pas l'autant aimer. J'ai pas encore vu une seconde fois, même si l'UGC donc rediffuse 25 de leurs meilleurs films de l'année
dont Astérix et Obélix, lol, c'est vrai en plus, malheureusement, mais Je verrai toujours vos visages, donc fait partie de ces 25 meilleurs films, donc honnêtement, why not aller le revoir, parce que je me suis pris une petite claque au mois de mai quand je l'ai vu, d'ailleurs bien après les autres, parce qu'il était sorti en mars, je crois, le film, mais oui, j'ai totalement adoré, et en fait, c'est là qu'on voit que les films français, ça peut être autre chose que de la comédie. Voilà, on reviendra évidemment sur des films français ensuite, mais voilà, d'autres films français qui sont vraiment plus ambitieux, etc. Et c'est pas que de la comédie un peu tonton, comme on a pu avoir avec du Cobu l'année dernière, entre autres, voilà, qu'on a pu avoir avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Les Tuches, etc. Voilà. On peut, même les gros films avec Franck Dubosc, Danny Boone, on peut avoir des films émouvants et des films impactants finalement, entre l'amour et les forêts, le consentement, ou même encore Je vais être sur vos visages. On a vraiment des beaux films français cette année, et ça fait vraiment plaisir. En 9ème position, nous avons Suzume. Oui, Suzume, film d'animation japonais, ça c'est très rare en tout cas, je suis très content que Suzume a sa petite place. Pendant toute l'année, il était à la 11ème place, voilà je le dis, et au fur et à mesure que j'y pensais, au fur et à mesure je me suis dit, il mérite le top 10, ok, il mérite qu'on ait un film d'animation japonais dans le top 10. J'ai également vu par exemple Le Château solitaire dans le miroir cette année, et également Le Garçon et le Héron, en termes de Japon et de films d'animation. Et pour le coup, oui, Suzume, ça a été encore une fois une petite claque, juste en termes d'animation, c'était super joli, en termes d'émotion, c'était super beau, notamment une scène de fin qui m'a personnellement, oui, fait verser ma larme. Tout ce qui est musique, c'est fou, le scénario est très cool, c'est drôle, le film est rafraîchissant, voilà, bon, même si en soi c'est quand même Suzume qui veut pécho une chaise, d'ailleurs une chaise qui est finalement un adulte qui est bien plus vieux qu'elle, on va oublier cette image, d'accord. En tout cas, oui, tout le délire avec la chaise et tout, c'est franchement cool. En tout cas, moi, le seul défaut que je pourrais dire au film quand même, c'est un climax qui était pas super bien géré, même si en tout cas, il y a quand même beaucoup de montagnes russes, etc. Voilà, le climax de 1 heure de film, pour moi, en tout cas dans ma tête, c'était déjà le climax des 2 heures de film. Je me suis dit, waouh, le film est vraiment passé vite. Et finalement, en fait, l'endroit où je pensais que c'était la fin du film, il restait encore 1 heure derrière. Et j'avoue que la dernière heure était un peu plus longue, un petit peu plus... voilà, fallait un petit peu plus ramer en tout cas pour finir le film. Par contre, voilà, l'une des scènes les plus marquantes du film est pour moi quand même dans la dernière heure. Mais voilà, plus, je pense, en tout cas, le truc qui va le plus me marquer, ça reste les musiques, les émotions, les paysages également. Et voilà, en tout cas, le Suzume donc de Makoto Shinkai, c'est pour moi un grand oui. En 8ème position, on retrouve After Sun de Charlotte Wells. Me too. Je suis super content qu'il est enfin dans le top 10, j'avoue, il a toujours été dans le top 10 celui-là, pour le coup je l'ai vu donc le 8 février, je l'ai vu au début d'année, et il a toujours eu sa place dans le top 10, même si effectivement il a un petit peu bougé, il était 6ème avant, il est arrivé 8ème quand j'ai refait mon remodelage entre guillemets, mais After Sun, que dire de After Sun, à part que c'est d'un côté c'est super mignon, et d'un côté c'est super déprimant. Ok, on a vraiment les deux opposés. Voilà, bon, la relation donc, entre ce père et sa fille qui, pendant tout le film, on se pose, enfin, en tout cas pendant tout le film, on les voit profiter, etc. Mais en même temps, on voit un père qui est pas vraiment bien dans sa peau, etc. Voilà, franchement tout le film en tout cas je l'ai trouvé sympathique, je vais vous dire la vérité, c'était vraiment sympathique, j'avais le sourire etc, mais en même temps un peu perplexe vis-à-vis de ces fameuses scènes, je vous en ai fait une critique hein, si vous voulez plus de précision, mais ces fameuses scènes, on les voit 1 minute non-stop dormir, on prend vraiment son temps, et donc effectivement de temps en temps ça me perdait un petit peu, je l'avoue. Par contre, la fin, ça a été bam bam, ça a été 2 claques, voilà, la fameuse musique de fin, que dès que je l'écoute, je pense à After Sun et je suis à ça de verser ma larme. J'ai très hâte en tout cas de revoir le film parce que je ne l'ai pas revu depuis sa sortie. Mais bon, d'un côté, j'ai un peu peur. J'avoue que les films que je vois 2 fois, c'est de temps en temps pas bon signe parce que j'ai peur que ça détruit un petit peu l'image que j'avais après mon premier visionnage. Voilà, de temps en temps ça me fait un peu peur, donc c'est vrai qu'il y a peu de films finalement que j'ai vu une 2ème fois cette année, mais j'avoue que After Sun, ça a été une petite claque, une grosse claque, d'où pourquoi il méritait son top 10, et je suis quand même content que le premier film d'une réalisatrice arrive dans un top 10, voilà, il est quand même dans le top 10 de beaucoup de personnes,
parce que c'est un film quand même assez impactant, même beaucoup impactant. Je ne sais pas s'il est dans les 25 films du GC, je ne pense pas, mais en tout cas très hâte de le revoir sur Aftersun parce que il m'a touché en plein cœur finalement, surtout la fin. Voilà, j'avoue que pendant tout le film, je souriais, etc., un peu naïvement, je les voyais en vacances, tout ça, et j'ai vu la fin. Ça m'a totalement achevé. On arrive en 7ème position avec Anatomie d'une chute, la palme d'or de l'année. I'm innocent, you know that, right? Anatomie d'une chute, oui, c'est l'un de mes films préférés de l'année, j'ai beaucoup aimé, c'était pour moi très divertissant. Un film de procès, et donc procès, oui, vraiment toute cette enquête, voilà, est-ce que donc Sandra a vraiment tué son mari? Telle la question, et donc voilà, on a tout ce procès, toutes les interrogatoires, toutes les preuves également qui sont vraiment là, par-ci par-là, les témoins, etc. qui viennent. On a l'avocat de la défense, l'avocat donc de l'autre côté, donc qui parle, dont l'avocat, je ne sais plus, bon, je suis un peu perdu entre les rôles dans un procès, mais oui, cet acteur-là jouait très bien, le petit garçon également, donc malvoyant, qui était juste très cool comme personnage, et comme jeu d'acteur, c'était juste incroyable. En tout cas, tout le monde joue bien, on a le rôle de la musique également qui est très impactant, très cool. Je sais pas quoi dire de plus, en tout cas, voilà, j'en ai fait une multi-critique également, mais sur des procès, en tout cas, c'est vraiment grâce à Anatomie d'une chute que j'ai vraiment beaucoup aimé. On parlera d'un autre film de procès tout à l'heure, mais que dire de plus, à part que oui, Anatomie d'une chute, il méritait sa palme d'or. Voilà, Justine Triet, bravo, parce que le film passe super vite en plus, c'est très cool, et en général, l'histoire est super intéressante. Voilà, bon, même si on a une petite fin ouverte, on sait pas trop, mais voilà, c'est très cool. En 6ème position, nous avons 7, 6, 5, 4. Oppenheimer de Christopher Nolan. Oui, quand même 900 millions d'entrées environ dans le monde. On va pas se le cacher, hein, voilà, pour un biopic, etc. Je pense que c'est surtout le phénomène Barbenheimer et surtout Barbie qui a fait qu'Oppenheimer marche autant. Voilà, bon, tu vois, moi c'est mon avis. Je pense que Barbie sans Oppenheimer, ça marche toujours très bien. Oppenheimer sans Barbie, on n'aurait pas eu le même nombre d'entrées, je pense, le fameux phénomène de Barbenheimer le 19 juillet. Par contre, si on parle du film en lui-même, j'avoue que c'était évidemment très cool, mais je suis un peu plus dubitatif que les autres. Déjà, j'avoue que la séance, j'ai été un samedi 13h après avoir mangé, après avoir fait une soirée avec ma famille la veille, ce qui fait que j'avoue que j'ai un peu somnolé pendant le film, voilà, je l'avoue. Par contre, voilà, il y a quand même des scènes super marquantes, notamment la scène dans l'amphithéâtre, voilà, où donc notre cher Oppenheimer parle et on a tous les bruits, etc. donc des personnes. Également donc la scène de l'explosion, évidemment, toute la dernière partie et de ce procès, encore un procès décidément, était très cool. Robert Downey Jr., un très bon acteur. Florence Pugh, bon, on la voit pas trop finalement, mais voilà, ça fait toujours plaisir de la voir. Emily Blunt, waouh, Cillian Murphy, bah forcément, voilà, niveau casting, on a quand même un truc de dingo, et voilà, même malgré le fait que j'avoue que j'ai un peu somnolé, ça reste quand même un très bon film que j'ai quand même très hâte de revoir, parce que au moins on va dire que j'ai eu une première séance plus axée sur le côté sonore, le côté visuel, et donc une deuxième séance plus tard du coup. Oppenheimer, c'est forcément un film que j'irai revoir, que ce soit au cinéma ou même chez moi, mais plus pour me centrer sur le scénario, sur l'histoire, puisque quand même, voilà, ça mérite de le revoir. J'avoue que c'est un peu ma déception, voilà, d'être un peu trop fatigué pour aller voir ce film. Par contre, on va pas se le cacher qu'en termes de casting, en termes de visuel, qu'en termes de réalisation, Christopher Nolan nous a encore fait quelque chose de très beau. Bon, encore une fois un défaut, décidément, beaucoup de défauts dans ces tops quand même, voilà, pour dire qu'il n'y a pas de film parfait quand même, j'avoue. Sauf les 5 premiers qui sont pour moi rien à dire. Mais en tout cas oui, pour Oppenheimer, mon défaut ce serait vraiment la chronologie, même si j'ai somnolé, beaucoup en tout cas sont un peu perdus en termes de chronologie, son passé, son futur, son présent, de quand est-ce que cet événement se passe par rapport à un autre, puis on a vu qu'on n'a pas de date, etc. C'est un peu deviné. Et j'avoue que ça m'a un peu laissé perplexe. En 5ème position, on retrouve mon film français de l'année. Le règne animal, j'ai totalement adoré. Franchement, c'était incroyable. D'ailleurs, c'est l'un des seuls films de l'année que j'ai vu 2 fois. Et pour le coup, mon deuxième visionnage n'a pas du tout changé mon avis finalement sur le film. Il l'a justement consolidé.
C'était génial. Voilà, Romain Duris, Paul Kircher et Adèle Exarchopoulos, en termes de casting, c'était génial. Le film est ambitieux de fou et c'était trop bien, encore une fois, franchement. Oui, dans un top, on n'a pas vraiment d'argument, juste à part ça, c'était vraiment bien, la musique est vraiment cool, on a des scènes impactantes, notamment la fameuse scène de la voiture, donc je l'ai vu 2 fois, avec du Pierre Bachelet, les 2 fois je suis à ça de chialer, mais voilà, franchement on a vraiment un film ambitieux, le film passe super vite, et la bande-annonce ne montre pas tout, et ça c'est franchement cool. Voilà, j'avoue que j'ai pas grand chose à dire, n'hésitez pas à lire ma critique si vous voulez plus de détails, mais un film ambitieux comme on les aime en France, et Guillaume Canet qui nous dit que si Astérix ne marche pas, c'est la fin des films français ambitieux, on a eu le règne animal, et voilà quoi, voilà, c'est... Je l'ai vu 2 fois, d'ailleurs il revient également dans les 25 meilleurs films, est-ce que je me ferai un 3ème visionnage? C'est possible, parce que c'était juste génial. Voilà, que dire de plus, à part que ça m'a donné le sourire, et que même j'étais... Beaucoup d'émotions ce film en fait, voilà, j'avoue que... ouais. On arrive bientôt sur le podium, mais en 4ème position, je mettrai le film Wonka. Dernier cinéma de l'année, et donc finalement un film qui arrive à grimper au fur et à mesure pour arriver en 4ème position. J'ai mis 10 sur 10. J'avoue, je suis peut-être pas super objectif là-dessus, mais Timothée Chalamet est évidemment très cool. En fait, vraiment, ce que j'ai aimé dans le film, c'est le côté sans prise de tête, le côté monde de chocolat, enfantin, naïf, avec les musiques qui sont très très cool. Hompa, lompa, dodidou. Je vous invite évidemment à aller voir ma critique si vous voulez plus de détails. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails et développer ici. Toute la vidéo est finalement sortie il y a moins d'une semaine, mais voilà, en tout cas je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez plus de détails, mais oui, le côté vraiment chaleureux, familial, enfantin, avec toutes ces chansons, l'humour également et l'histoire qui est, malgré qu'elle est simple, elle est assez touchante, une fin qui est assez touchante également. Voilà, Hugh Grant en Ompa Lompa était très drôle, on a l'humour, et c'est pour moi un film rafraîchissant, un film de Noël que je pourrais revoir chaque année je pense en fin d'année, et bah oui forcément, voilà. On arrive dans le podium, et attention, en 3ème position, il fallait évidemment citer du Marvel dans cette vidéo top, non pas du Ant-Man The Wasp Quantumania, non pas du The Marvels, mais évidemment les Gardiens de la Galaxie volume 3 de ce merveilleux ciel. C'est un film sentimental. Les Gardiens de la Galaxie, c'est oui sentimental pour moi, c'est une équipe que j'affectionne énormément, et il fallait que je le mette dans le top, voilà, donc il arrive dans le top 3 parce que c'était génial. Alors est-ce que c'était vraiment génial, ou est-ce que c'est parce que on a enchaîné beaucoup de flops en termes de Marvel et donc on surévalue un petit peu le film? Je ne pense pas. Voilà, d'ailleurs je vais surtout le juger comme un film de James Gunn plus que dans un film du MCU, puisque bon, la trilogie Gardiens de la Galaxie reste quand même assez à part dans l'univers Marvel. Franchement oui, cette équipe m'avait quand même terriblement manqué. Revoir du Groot, du Nebula, du Star-Lord, les fameuses musiques, voilà, un peu playlist années 80. Voilà, j'ai vu le film quand même pas mal de temps après la sortie, je crois 1 mois après, et donc pendant les 1 mois de sortie, j'étais très pressé d'aller voir le film, et donc j'étais là en train d'écouter les musiques du film. Franchement, oui, voilà, juste les 2 musiques In the Meantime et Since You Be Gone, c'est pour moi les 2 meilleures musiques du film, et finalement j'ai découvert le film pour la première fois, et j'étais déjà en mode karaoké, à connaître les paroles. Voilà, j'ai pas revu le film non plus une 2ème fois, mais ça sera, je pense, fait d'ici pas très longtemps de ça. J'ai vraiment envie de le revoir. Juste encore une fois, les relations entre Mantis et Drax, notamment entre juste Drax et Mantis et Nebula, ce trio est juste très cool. On a, oui, du développement quand même, encore une fois, pour Star-Lord. On n'a pas des facilités scénaristiques, notamment dans la relation entre Star-Lord et Gamora. On va pas dans le cliché, et ça c'est franchement sympathique. La fin est super belle, super mignonne, voilà, le film est émouvant, on a également tout le passé de Rocket, évidemment, comment parler de ce film sans parler de Rocket, voilà, on a des frayeurs, beaucoup de fois pendant le film, mais voilà, on parle donc de maltraitance animale, etc., quand même des causes qui sont importantes à souligner, à aborder. Le méchant, donc le maître de l'évolution, c'est l'un des meilleurs méchants du MCU, honnêtement pour moi, voilà, dès que le méchant, il y a peut-être tête à claque, il est bien, voilà, pour moi en tout cas dans ma définition, et juste, bah oui, franchement, les Gardiens de la Galaxie 3 quoi.
Arrive en deuxième position avec un film dont je pensais qu'il allait être premier, voilà, pendant toute l'année. Je pensais qu'il allait être premier et finalement, bon, il a été détrôné. Mais oui, en deuxième position, on retrouve le fameux Babylone. Évidemment, il fallait revenir sur Babylone. Je l'ai vu qu'une fois également, je l'ai vu au mois de janvier, mais je compte, là je pense, aller le revoir pour les 25 meilleurs films du l'UGC. Ils ont remis Babylone, et là je pense qu'il va falloir y retourner, hein, clairement. Que dire sur Babylone de Damien Chazelle? Encore une fois, comme The Fabelman, oui, c'est un film qui parle de cinéma pour les fans de cinéma. Là, on est encore une fois sur un flop aux États-Unis, mais on est quand même encore une fois sur un film Margot Robbie. Margot Robbie, Brad Pitt, juste le duo là, plus également notre cher Tobey Maguire. Un film qui est de 3 heures, on les sent pas du tout passer. La fin, le fameux medley, si vous avez vu le film, la fin est juste super surprenante quand on le voit pour la première fois, et en même temps, c'est super beau, en tout cas j'avoue. Voilà, Damien Chazelle a fait du boulot de fou, même si le film est quand même assez excentrique, assez foufou, la folie, machin, la fameuse soirée du début là. C'est quand même assez fou, voilà. C'était juste trop bien, en fait, vraiment. Même si après les 3 heures, on se sent clairement usé par le film. Si le film nous prend toute notre énergie et vraiment nous vide notre âme après les 3 heures, j'avoue que on est fatigué, on veut juste aller dormir. La fameuse musique, et donc, qui d'ailleurs n'a pas remporté d'Oscar à Babylone, ni les musiques, et ça c'est pour moi la chose la plus honteuse de la cérémonie de l'année dernière. Mais voilà, Babylone c'était juste trop fou, trop dingue. C'était pour moi mon film numéro 1 de l'année, hein, très clairement. Mais on l'a détrôné. Mais avant, revenons sur des mentions honorables. Voilà, c'était le petit teasing des petites mentions honorables de l'année, qui sont d'ailleurs pas forcément dans l'ordre. Je vais vous en mentionner entre 5 et 10 environ, sans trop les développer parce que je suis déjà à 42 minutes de rush. Mais revenons quand même sur certains films. Notamment en 16e position, qui était à ça d'arriver dans le top, c'est donc Super Mario Bros le film, voilà, qui était pour moi très bon encore une fois. Malgré le fanservice, j'avoue que en tant que fan de Nintendo, les références, etc., même l'animation, la qualité de l'animation, le visuel, voilà, j'avoue que il méritait en tout cas au moins qu'on en parle dans les mentions honorables. Malgré oui des facilités scénaristiques, etc. Bon voilà, c'est pas non plus le scénario qu'on va avoir là-bas. Très hâte en tout cas de voir un Mario 2 prochainement, parce que franchement, voilà, le fameux Pitchounette par exemple, voilà, c'est un film en tout cas tiré sans mémoire. On retrouve également le Procedural Man, autre film de procès qui était très cool, voilà, malheureusement moins bien en tout cas pour moi qu'Anatomie d'une chute, pour le côté vraiment plus pièce de théâtre et vraiment dans une seule et même pièce pendant 2 heures. Par contre, oui, ça reste quand même un procès super intéressant et un film qu'il faut voir. Rien à perdre également avec Virginie Fira. On nous parle donc d'un petit garçon qui doit aller dans un foyer, et donc la mère, Virginie Fira, va tout faire pour récupérer son fils. C'est donc un très beau film. On retrouve également Mars Express, autre film d'animation français que j'ai beaucoup aimé cette année. On a de l'originalité en termes d'animation, le scénario est très cool, intelligence artificielle, robot science-fiction, très cool. The Creator, que malgré quand même le fait qu'il soit pas très mémorable, je dois être honnête, j'ai quand même passé un très bon moment sur le coup, et finalement pour un film de bas budget, ça reste quand même un très très beau film. Finir quand même avec Yannick, et notamment de Quentin Dupieux, très drôle, John Wick 4, l'un des meilleurs films d'action de l'année. Allez, pour finir, 3 dernières mentions honorables, sans argument, etc., sans développement. En 26e place, on a retrouvé Gran Turismo. En 27e place, Mission Impossible Dead Reckoning. Ou encore en 30e place, Hunger Games et la balade de l'oiseau chanteur. Et enfin, mon film préféré de l'année, attention, Spider-Man Across the Spider-Verse est mon film préféré de l'année. Que dire? Il y a une critique de disponible sur la chaîne, voilà, je vais m'arrêter là, pas d'argument. Donc juste, le scénario est dingue, le multivers est super bien développé, les personnages sont attachants, ce cliffhanger de fin, mon dieu, l'animation est super travaillée, les fameuses 7 animations différentes. On sent quand même que c'est un film qui a demandé du temps, donc pourquoi on sera évidemment patient pour le Beyond the Spider-Verse. Mais oui, enfin, que dire, à part que si on a un Beyond the Spider-Verse du même niveau que les 2 précédents films, donc New Generation et Across the Spider-Verse, on pourrait être là sur l'une des meilleures trilogies, parce que c'était juste dingo. Que dire, voilà, je vous invite à aller voir ma vidéo, mais oui, les personnages sont attachants. On a un Miles Morales
qui est de plus en plus présent finalement dans la sphère Marvel entre guillemets, entre les jeux vidéo et donc également ces films d'animation. Voilà, le multivers très cool, le film est émouvant, les musiques sont très cool, on a du fanservice, c'est clair, mais du fanservice qui est bien fait et qui fait toujours plaisir, on va être honnête. 47 minutes de rush, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre film de l'année 2023. J'avoue en tout cas que je suis quand même plutôt content de mon top, j'avoue. Voilà, bon, mon top 15 pour la vidéo, mais mon top 10 pour être précis est franchement sympa. Voilà, moi je l'aime beaucoup. On a quand même de tout, entre des films comme After Sun, premier film pour cette réalisatrice, des films d'animation japonais, on a du super-héros, on a du gros blockbuster comme Babylone qui n'a pas marché finalement. Voilà, on a des films français, Le règne animal, Anatomie d'une chute, Je verrai sur vos visages. Voilà, que des de plus, à part que c'était vraiment un très bon top et encore une fois une très belle année 2023. Donc avec ces 85 films au cinéma, oui voilà, tout simplement très cool, 83 plutôt. Merci à tous, à la prochaine.